Bonjour à tous et nous allons profiter de cette première émission de l'année 2020. 2020. C'est la première fois que Charles va avoir 20 sur 20. Mais... C'est vrai, c'est rare, mais pour une fois, j'ai 20 sur 20. Oui, voilà, bravo. Merci de le rappeler, Jean-Jacques. Donc, meilleurs vœux à tous, surtout une bonne santé et pleine de bonnes lectures et surtout en bande dessinée, parce que nous sommes une émission spécialement dédiée à la bande dessinée. Le programme aujourd'hui, nous allons parler de Charlie, il y a 5 ans, jour pour jour, à cette heure-ci, éclaté un sanglant massacre à Paris. Après, nous allons parler de 2020, qui a été proclamé par le ministre de la Culture l'année de la bande dessinée. Nous parlerons également de l'histoire en BD. C'est Charles qui nous parlera de ce sujet. Et Pascal également, à la suite de ça, nous parlera de sa visite à Bastogne il y a quelques jours. Et nous parlerons également, mois de janvier oblige, du festival d'Angoulême qui va se dérouler à la fin de l'année. Du mois. À la fin du mois, oui, exactement. Merci. Première erreur de l'année. J'ai droit à 250 erreurs cette année, donc il m'en reste encore quelques-unes. Oui. Il ne reste plus que 19 sur 20. Eh oui, ça va vite baisser. Ça va vite baisser. Il y a 5 ans, donc, avec Anne-Marie, on a quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'il y a 5 ans, jour pour jour, nous prenions le train le matin pour aller à Paris, pour aller voir un concert dessiné d'un dessinateur qui s'appelle Clément Houbouri. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il a fait une très belle série sur Picasso. Et ce jour-là, il faisait donc avec sa scénariste Julie Birman et puis un accordéoniste dont j'ai oublié le nom, j'espère qu'il m'en voudra pas trop. Il faisait au musée Picasso à Paris un concert dessiné en début d'après-midi. Et nous sommes donc arrivés au musée Picasso et vers 11h30, midi moins le quart, je ne sais plus trop, il y a une cafétéria, on est monté à la cafétéria pour boire un coup. Et là, on rencontre donc Clément Houbouri et Julie Birman qui tiraient des têtes pas possibles. Et comme je connaissais Clément Houbouri pour l'avoir déjà côtoyé un petit peu, j'étais le saluer. Et puis lui demander ce qui se passait. Et c'est là qu'il nous a appris qu'il venait d'y avoir ce drame donc à Charlie Hebdo quelques minutes auparavant. Et donc il savait pas à cette heure-là, on savait pas encore exactement qui était mort. Charb, c'était le parrain d'un fils de Julie Houbouri. Donc je vous dis que l'ambiance était quand même un petit peu plombée, un peu difficile, mais ils ont quand même eu le courage de faire à 14h, de faire le concert dessiné. Il y avait une émotion vraiment particulière lors de cette prestation. Et voilà, je vais donner un petit peu la parole à Joël, qui m'avait demandé la parole quand on parle de ce sujet-là. Il a eu tout à fait raison. À toi, Joël. Écoutez, c'est très simple. Je vais vous lire un petit texte introductif, un petit livre dont je vous dirai le titre après. Peut-on rire de tout ? Et pourra-t-on encore demain rire de tout ? Ces questions méritent d'être posées. Et c'est l'objectif de ce livre. Pas de limite à l'humour qui est au service de la liberté d'expression, car là où l'humour s'arrête, bien souvent la place est laissée à la censure ou l'autocensure. Ni les religions et leurs intégristes, ni les idéologies et leurs militants, ni les bien-pensants et leurs préjugés ne doivent pouvoir entraver le droit à la caricature, fût-elle excessive. Et c'est signé Jean Cabu. Oui. Jean Cabu, donc chalonnais de Chalon en Champagne. À l'époque, c'était peut-être sur Marne. À l'époque, c'était sur Marne. Et donc, son petit bouquin, c'était « Peut-on encore rire de tout ?» Et d'ailleurs, curieusement, la banderole en dessous, c'était non. Prémonitoire. Jean Cabu, écoutez, moi qui étais abonné à Pilote quand j'étais petit, c'est lui qui m'a donné mon surnom au lycée et même au collège. C'est quoi ton surnom alors ? Là, c'était moi le plus grand.
Donc, qu'est-ce qu'il Duduche, publiait Duduche. à l'époque? J'étais Duduche, bien sûr, bien Le sûr. grand Duduche. Ah, mais il y a pire comme ça, non? Voilà. Et je l'ai suivi jusqu'au bout, c'est-à-dire et on voit encore ses dessins dans le Canard enchaîné, bien sûr, Oui. et les pochettes et les livres sur le jazz également. Et je sors du livre de Philippe Lançon. Et curieusement, dans son livre, il parle d'une soignante, alors je ne sais plus si c'est une médecin ou une infirmière, qu'il appelle la Castafiore. Donc là, ça nous quand ramène à notre générique. quand j'ai entendu le générique, je me suis dit, tout est dans tout. Donc Lançon, qui lui s'en est sorti, mais difficilement. Son livre Le Lambeau, c'est très simple. En fait, c'est quoi le lambeau? C'est un morceau de péroné qu'on lui a enlevé pour reconstituer sa mâchoire. Donc, on ne va pas pleurer, mais on se souvient que le dimanche d'après, on était quelques-uns, quelques milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers dans la rue à proclamer « Nous sommes Charlie ». Qui est encore Charlie aujourd'hui? On est tous Charlie, mais... Ici. On est tous Charlie, mais le malheur, c'est que rien n'a changé. Voilà, c'est ça. On est au même point. On peut Oui. recommencer. La preuve, ces derniers événements de ces derniers jours. Rien n'a changé sur le terrorisme. Oui, c'est le vrai. terrorisme est toujours présent. Par contre, est-ce que quelque chose a changé vis-à-vis des dessinateurs de presse? Oui. Bon, Charlie Hebdo maintenant tire quand même un peu plus qu'il ne tirait à l'époque, mais c'est pas mirobolant. Hein, c'est D'un autre côté, le New York Times supprime les dessins de presse. Voilà, je- Voilà. Et il n'y a pas que, les Ouais. journaux français le font aussi. Ouais. Oui. Alors les chiffres de Charlie Hebdo, je les ai. Il y a 30 000 abonnés. Et ils vendent donc au numéro chaque semaine de 24 000 à 25 000 numéros. Ça fait 55 000 numéros. C'est bien. C'est bien ou pas assez, je ne sais pas. Alors pas mal. qu'avant, juste avant les événements de Charlie, c'était 15 000 abonnés et 19 000. Donc ça en Non, mais arrivait là à la 34 presse 000. papier n'a plus les tirages du siècle dernier. C'est ça, oui. C'est Aussi. plus les tirages du siècle dernier. Et on ne reverra pas, j'en profite, je le montrerai à la caméra, le tirage de ce numéro-là, vous vous rappelez, qui est paru au mois d'avril, je crois, c'est le premier numéro qui est ressorti après les attentats et qui a été tiré, je ne vais pas vérifier le chiffre, mais à plusieurs Tiré millions et retiré. Oui. à plusieurs millions d'exemplaires. Et donc, tu le disais, Charles, c'est vrai qu'on a peut-être régressé. Donc, il y a un grand journal américain. Allez, je fais confiance à ton... Oui, mais c'est Attends. c'est le New York Times. Oui, le New plus- York Times il y a qui plus a donc supprimé tout récemment, je dans crois. lesquels, Gerner... Il y a d'autres auteurs d'anciens publiés dans... Oui, Ah, il ça, je avait travaillé l'ignorais. dedans. Mais il a aucune archive, parce que les archives du New York Times étaient dans la tour qui a été brûlée, effondrée c'est vrai, oui. en 2011. Le Donc une fois, World je dis, mais Trade ce Center, serait bien... Yoren, c'est ça, je cherchais son nom. Yoren, Yoran je dis, mais, Garner, oui. il faudrait que tu fasses une exposition de tes dessins du New York Times, j'ai plus rien. Ouais. C'est un peu Mais gris, quand même. je vais te parler justement de l'équipe de Charlie. C'est qu'il y a une dizaine d'années, il y avait eu un festival de dessin de presse à Trouville, et j'y étais allé avec le Fred Touleron, on y était allé à vélo. Oui, qui décide au Canard enchaîné. Voilà. actuellement. Et on était les vedettes du festival de dessin de presse. Donc il y avait Volensky et Tinius. Et donc j'ai un souvenir ému, parce que Tinius a pris ma part de mayonnaise quand on amenait les crevettes. Le salaud. C'était, tu vois, voilà. Alors c'est C'était des déjà histoires qui ne sont atténué. pas réglées. Et tu vois, c'est Oui. bon. Mais c'était quelqu'un de rigolo. Mais on avait passé un week-end extraordinaire. C'était reçu par la... Alors moi, je n'étais pas à titre de dessinateur, j'étais à titre de cycliste, d'entraîneur du Lefred, mais on avait tout fait le truc à vélo. Voilà. Tu vois, c'était Monsieur Lefred, Ok. un entraîneur spécialisé. Oui. Un Et coach, donc, un il coach y avait, aussi. justement, donc, c'est là que j'avais fait la connaissance de... Il y avait Volinsky, il y avait Tinius, justement. Et puis, non seulement il a pris ma part de mayonnaise, mais il m'a volé un cigare. Donc, tu vois, donc il y avait un lourd contentieux avec cet individu. Tu vois, voilà. Mais tu y es pour rien quand même.
Alors, il y a eu dimanche, dans le journal du dimanche, donc une interview de Rhys, donc le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Alors lui, à la question que posait Joël tout à l'heure, que reste-t-il selon vous de Je suis Charlie ? Il dit que des gens les soutiennent toujours avec beaucoup de force et qu'il y a donc, suite à l'attentat de 2015, il y a de jeunes collaborateurs qui sont arrivés parce qu'il a bien fallu remplacer tous ceux qui sont morts malheureusement. Et ils sont toujours surpris quand ils font des reportages en province ou à l'étranger par l'accueil vraiment exceptionnel qu'ils reçoivent partout où ils reçoivent. Ils ont vraiment un accueil très chaleureux, quoi. Oui, mais il y en a beaucoup qui confondent Charlie avec, tu sais, le Charlie, la BD américaine. Donc, il y en a plein qui ne connaissaient pas l'esprit Charlie, tu vois, vraiment. Charlie. Oui. Voilà. Et une autre question que je trouvais intéressante, c'est pensez-vous pouvoir reprendre un jour une vie normale ? Et il dit, pour lui, ça paraît idiot, mais il dit, j'espère qu'un jour, je retrouverai le bonheur de prendre le métro tout seul. Voilà, parce que c'est des gens qui, depuis 2015, vivent toujours avec des gardes du corps, et il dit que c'est vraiment pas facile à vivre, et qu'ils ont toujours l'impression d'être sous la menace de quelque chose. Et ils reçoivent encore pas mal, même beaucoup de menaces. C'est via les réseaux sociaux. Il nous explique que c'est très très dur à vivre. Je l'ai vu à la télé. Et il se posait des questions pour la fameuse couverture qui a fait tellement couler d'encre. Est-ce qu'aujourd'hui il la republierait ? On revient au début de notre discussion sur la liberté. Voilà. La liberté, c'est la liberté. Voilà. Et donc, pour les 5 ans donc, de cet événement, Charlie Hebdo paraît un jour plus tôt, parce que d'habitude, il paraît le mercredi, c'est bien ça. Le Canard enchaîné, c'est le mercredi. Et Charlie Hebdo, c'est également le mercredi. Avec tout un article que, j'ai pas... je l'ai eu ce matin, donc j'ai pas eu le temps de le lire, où donc, il nous explique qu'il y a des nouvelles censures qui ne sont pas celles qu'on croit et qui sont beaucoup plus sournoises. Qui vient plus du monde associatif plutôt que voilà, c'est exactement ça qu'il décrivait à la télé. Voilà, ça prouve qu'il a une certaine cohérence. Des groupes de pression. Voilà, et puis c'est très très sournois, mais c'est pire. Ça existe, c'est peut-être pire, oui, parce qu'on voit pas, on peut pas appeler ça une censure, mais les choses sont faites pour que, voilà. Est-ce que posons-nous la question, est-ce que le harakiri du professeur Coron pourrait paraître encore... déjà, ça pourrait plus, parce que c'était financièrement, si tu veux, on ne pourrait pas faire un journal comme ça de 50 pages en couleur. Non, parce que là... si tu veux, Choron, il était quand même un peu fou. Il faisait des dettes, il vendait plusieurs fois les trucs. Enfin, c'était... Non, là, tu te trompes. Il n'était pas un peu fou. Il était totalement fou. Oui, mais est-ce que c'est pas ça son charme, justement? Non, mais il le disait bien. Oui, même quand il venait souvent à Nancy. Donc, il nous le disait. On ne pourrait plus maintenant, financièrement. Tu vois, c'était rien que ça. Parce que, c'est passé ça n'a pas duré tellement longtemps. Enfin, le vrai truc Charlie, une dizaine d'années dans les années 60. Mais le refaire comme ça, je ne sais pas. Parce qu'il faut pouvoir assurer. Tu vois, c'est le... Mais sur le plan de la censure, je pense que ça reviendra, parce que si tu veux, il y a toujours un moment où les dessinateurs vont se demander jusqu'où je peux aller. Mais à toutes les époques, il y a eu ça. C'est vrai que, si tu veux, quand on regarde ce qui se faisait dans les journaux de 1900, on est vraiment des nains par rapport à l'époque. Mais c'était des journaux qui étaient très ciblés, si tu veux. Tu avais un journal, par exemple, qui était rien que pour les gens qui étaient anti-juifs. Tu avais tu vois, donc c'était pas des gros tirages, mais vraiment, ils cartonnaient très fort. Oui. Voilà. Donc là, moi, je me fais pas trop de soucis. Je pense que il faut faire confiance à la créativité. Dans nos années presse, parce qu'on a tenu donc un bureau de tabac presse avec mes parents, il y a eu 2 magazines dans ces 25 ans qui ont été censurés et retirés de la vente. Il y a eu un harakiri et un photo.
Le photo, c'était avec les photos du japonais qui avait malheureusement découpé la petite étudiante. Ah, qui je avait ne mis pas dans trop le ça. frigo. Et Harakiri, c'était le numéro 94. C'était Le numéro 94. Giscard d'Estaing. Ah non, j'ai pensé à celui de Baltragique, à Colombé. Alors, on n'était bon. pas encore Oui, c'était avant, pluraliste c'était avant. à ce moment-là. Je parlais de nos années Oui. de 70 à 95, donc celui-là. Mais c'était Madame Giscard d'Estaing qui ne vaut qu'un demi-baril de pétrole. C'était au moment du premier choc pétrolier. C'est déjà Giscard pas mal. l'avait fait interdire. Ouais, Voilà. un demi-baril de pétrole, c'est déjà pas mal, non? Voilà. Et on n'en a jamais tant vendu parce qu'on les avait cachés sous le comptoir. Bah, Donc, il faisait tout interdit. maintenant, il y a prescription s'ils veulent venir Je nous me embêter. Voilà. Et donc, le deuxième Harakiri qui a été censuré, c'était le numéro 94 qui est Général devenu de Gaulle. mythique, Baltragique à Colombé, un mort. Voilà. Et en fait, le bal tragique faisait référence au... comment ça s'appelle Une boîte de nuit vers Grenoble, je ne me rappelle plus comment Qui ça avait s'appelait. brûlé, non, c'est Le pas 5-7. ça. Qui avait brûlé, Le oui, 5-7. c'est ça. Oui. Le Le 5-7, c'est ça. Bravo. C'est ça, tout à fait. Il y en a Très qui bien, a de c'est la ça. mémoire. Oui. Pour avancer un petit peu dans ce même numéro qui est sorti aujourd'hui, ils ont demandé à la femme, aux enfants ou à la mère de tous les dessinateurs qui sont décédés donc ce 7 janvier 2015 de nous ressortir le dessin qu'ils préféraient eux, et c'est assez émouvant. Et donc aujourd'hui donc il y a ce soir, donc j'imagine que toute la journée il va y avoir des reportages, des interventions sur cet événement. Mais je vous recommande ce soir sur France Inter. Il y a une émission de 3 heures avec trois débats qui vont traiter de ce problème. Donc ça va de ce sujet plutôt. Et donc ça va être particulièrement intéressant. Donc c'est à 20h. Je cherche où c'est marqué. Je ne le retrouve plus, mais c'est pas grave. C'est sur France Inter ce soir à partir de 20h et ça dure 3 heures. Voilà pour Charlie Hebdo. Le ministre de la Culture l'année dernière avait été, comment il s'appelle déjà? Rappelle-moi son nom. Voilà, Franck Riester. Bravo. Le garagiste. Voilà, avait été donc au salon d'Angoulême et donc avait demandé un rapport sur la situation de la bande dessinée en France, et il a décidé que 2020 serait l'année de la bande dessinée. Alors, est-ce que la bande dessinée en France va bien? Est-ce qu'elle ne va pas bien? Là, je serais tenté de dire que la bande dessinée va bien, puisque d'année en année... Sur les ventes, oui. Oui. D'année en année, elle bat tous les records de vente. Le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 2019 par rapport à... non, pas 2019, parce que le chiffre n'est pas paru encore. 2018 par rapport à 2017, c'est 0,7% d'augmentation en termes de vente. Ça paraît pas énorme, 0,7%, mais ça vient à une suite de 10 années de suite d'augmentation, donc ça devient très, très considérable. Donc, les ventes sont énormes, mais en même temps, les auteurs, ils ont de plus en plus de difficultés à vivre de leur art, et ça devient un vrai problème. On retrouve le même problème qu'il y a pour la musique, si tu veux. C'est que il y a beaucoup maintenant qui sont formés, il y a beaucoup d'écoles d'art et tout, nous on voit beaucoup de jeunes dans les salons qui viennent, qui proposent des très beaux albums. Mais si tu veux, il y a eu au siècle dernier, il y avait des journaux. Et les dessinateurs pouvaient avoir la chance d'être soit salariés, soit pigistes dans les journaux. Maintenant, c'est totalement différent. C'est-à-dire que une maison d'édition va publier un album et le dessinateur va être rétribué comme à titre d'auteur. Donc c'est totalement différent. Donc les auteurs, je ne sais pas, il y a un pourcentage qui va être donné en fonction des ventes, mais ce pourcentage-là ne te permet pas de vivre. C'est-à-dire que quand tu vois le nombre d'heures passées pour faire un album et comment tu peux être payé, à mon avis, on ne peut pas en vivre si tu ne vends pas 50 000 albums. Quoi. C'est ça, les chiffres le démontrent. 33% des auteurs de bande dessinée vivent sous le seuil de pauvreté.
Bah oui. pas rien. Et 70 à 80% vivent avec 800 à 1000 euros par mois. Voilà. Ils vivent surtout grâce à leurs compagnons. Donc, ils Non, mais c'est ça, vivent c'est- souvent grâce à leurs compagnons, Oui, oui. ou alors ils ont un second métier à côté. Quoi. Voilà, Et, c'est bon. Oui, oui. ça arrive également. Bah, de plus en plus, hein, j'ai même vu Bonjour dans la, Anne-Marie. j'ai même vu dans la revue de ciné, il y a un gars, il est médecin, et il fait de la bande dessinée. Oui. Tu vois, donc, oui, je pense que c'est pas. S'il y a des jeunes qui nous écoutent en ce moment qui disent je veux faire ce métier-là, non, pour l'instant, c'est pas un métier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer tout de suite vendre plusieurs centaines de milliers d'exemplaires pour en vivre. C'est vachement difficile, quoi. Voilà, alors je crois que le problème pour les auteurs de bande dessinée, c'est ils ne gagnent pas beaucoup sur chaque livre qui paraît. Et alors moi, je ne suis pas technicien de la chose, mais il semblerait également que le système de retraite, on parle des retraites en ce moment, c'est un sujet dont on parle tous les jours. Bah, c'est un forfait, là. C'est un forfait et que ça leur coûte très cher pour... environ 1 000 euros hein, par an. Ça leur coûte très cher et pour ce que ça leur rapportera quand ils seront en retraite. Alors, bon, on peut penser qu'après avoir pensé et espérer d'ailleurs qu'après avoir décrété l'année 2020 comme année de la bande dessinée, qu'il y a des annonces qui vont être faites pour... mais comment tu veux faire? Il n'y a plus de sous, papa. Il n'y a plus de sous, maman. il y a Il y a une plus de sous, il y a solution. plus de sous. Ça serait, mais il n'y a plus d'argent. Mais C'est qu'ils deviennent intermittents du spectacle. oui, non, mais il y a aussi pourquoi pas, des puisque choses c'est qui le se font, 9e c'est-à-dire que tu as comment ça s'appelle, des lieux d'accueil, si tu veux, où des auteurs sont accueillis pour faire En résidence. préparer Oui, leur résidence, travail. Bah, il y a oui. Olivier, tu sais, qui est venu ici, Olivier Robac, oui. bah oui, qui bénéficie de ce dispositif-là actuellement. Hum. Donc c'est peut-être une solution, c'est faire des centres où des créateurs pourraient exercer leur pratique et puis bon, bah voilà, vivre peut-être plus facilement. Ça peut être ça. Mais si tu veux, je ne vois pas comment... Parce que si tu veux, si tu es rétribué, ce qui est normal en fonction des ventes de tes albums, comment on va faire? C'est-à-dire que soit tu vas prendre des sous sur la part qui est réservée aux libraires ou à la part qui est réservée aux distributeurs. C'est déjà des secteurs qui sont en difficulté, quoi. Je veux dire, comment faire? Ou de la maison d'édition également, qui pourrait peut-être faire un geste un peu plus conséquent vis-à-vis. Voilà. Et puis alors, bon, cela étant dit, on sait très bien qu'il ne faut pas se mordre, quoi, je sais plus Que le vous mot. voulez. Les oreilles. En 2020, on se mord. Enfin, vous avez déjà plus que 19 sur 20, mais on se mord ce qu'on veut. Faut être souple, mais bon, si jamais on fait trop enfin trop, on fera jamais trop, mais si on fait des choses vis-à-vis des auteurs, qu'on augmente la part qui touche, on peut craindre qu'il y ait à l'arrivée une augmentation des livres. Parce que les éditeurs auront du mal à baisser leurs marges, les libraires auront du mal, Oui. et que les livres coûtent déjà, moi je trouve, très cher. Parce que pour ceux qui sont passionnés de bande dessinée, qui achètent pas mal de... C'est un vrai budget, hein. Ça représente un budget. Et puis maintenant, ils font des... Je vous parlerai tout à l'heure d'une bande dessinée qui s'appelle Les Indes de Fourbe. C'est une bande dessinée magnifique. Mais 34 € la bande dessinée, quoi. On arrive, voilà. Donc, si on donne trop, on risque de casser la dynamique qu'on a Alors, sur les ventes. je suis tout à fait d'accord. Maintenant, s'il n'y a pas les dessinateurs, il n'y a pas les libraires et il n'y a pas les éditeurs. Tout à fait. Donc, Tout à fait. commençons par le commencement. C'est quand même la cheville ouvrière. Ah ben, c'est Bon, comme, alors donc, espérons qu'il y aura une solution qui va être trouvée, qui leur donne un peu de sous. qui leur donne un peu de sous et puis la reconnaissance qu'ils méritent, quoi, voilà, quoi, parce que tu disais, il y a plus de journaux, il y a plus de revues, ils font l'album, mais il y a des dessinateurs qui font un album qui n'est jamais publié. C'est un métier très très particulier, quoi. Donc On peut l'assimiler aux chanteurs, parce que les chanteurs, c'est pareil. Ils signent avec une maison de disques, et la maison de disques, une fois qu'ils ont signé, met leur nom dans un tiroir, et puis attend voir ce qui va se passer. Voilà.
Et donc on peut les assimiler aux chanteurs, voilà un petit peu. Et puis Et pareil. tu peux dessiner en chantant. Hein. Ah bah on peut faire les deux. Ah bah c'est peut-être une solution qu'ils deviennent tous dessinateurs-chanteurs. D'ailleurs, Mais il y a en a pas beaucoup mal. Hein. de dessinateurs qui sont musiciens. Oui, Ouais. Tout à fait, Ah, tout à fait. Ou qu'on Ou qui crée aiment des le groupes jazz de comme musique. Oui, Voilà, aussi. il cumule les misères et avec 2-3 misères, on arrive à faire un salaire, De la peur, minimum. Le salaire de la peur. Bon, souhaitons qu'une solution soit trouvée. Et puis, Donc c'est l'année de la BD. alors, est-ce que bonne année à la BD. est-ce que le président va aller à Angoulême cette année? Pas Qui pour c'est le l'année de la président, c'est BD. moi. Ah bah, Mais restez, alors là, monsieur. Charles, C'était- il n'y a aucun souci. T'as mon Non, mais parce bulletin que- de vote tout de suite. Là, il n'y a aucun La question souci. est brise, que le Ça- président, mais comment? Parce qu'il m'a rien dit ce matin. Donc, je ne sais rien. moi. Ouais, je suis d'accord. Je- Non, parce que je d'accord. pensais, je pensais que jusqu'à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul président de la République, parce que c'est bien du président de la République dont je parle, qui a été à Angoulême, c'était François Mitterrand, en 1900, je ne sais plus. Au siècle dernier. Au siècle Dans les années dernier. 80. Oui, ça c'est sûr, oui. Là, tu te trompes pas, là. 1984 ou 5 Ouais. dans les eaux-là. Bah, si 2020 c'est l'année de la bande dessinée, ce serait peut-être bon qu'il aille. Donc ça, c'est un message Non. pour EM Oui, c'est à ça. recevoir directement. C'est ça. Il faut que tu sois au festival d'Angoulême. Ouais, mais bon, il Qui écoute pas. descendent de son nuage, quand même. Il n'écoute pas RCN? bah, peut-être. si, il écoute. Si, mais il Et en podcast, hein, parce qu'il a pas de écoute pas podcast. trop les messages que je lui envoie ces derniers temps. Mais bon, Oui, c'est mais pas- tu lui demandes de ne pas payer Allez, d'impôts, allez, c'est on va sûr. passer à la pause musicale. Donc, pour la pause musicale, j'ai choisi une chanson des Têtes-Raides qui s'appelle Emma. Donc, c'est le chanteur Christian Olivier avec Jeanne Moreau. Emma, je ne sais pourquoi, Emma. Mais m'a-t-elle, Emma, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, mais m'a-t-elle, moi? Quand on s'ennuie, on se dit que c'est beau, la vie. La loupe pas, elle passera qu'une fois. Entre les cordes d'une mélodie. La sol fa si, c'est pas si fa, sol la. Si tu le veux, on s'en fout plein les yeux. Entre les dents, la chair et du ciment. Au pire du mieux, on sera seul, on sera deux. Je ne sais plus quand, ni pourquoi, ni comment. Emma, je ne sais pourquoi, Emma. Mais m'a-t-elle, Emma, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, mais m'a-t-elle, moi? Y a pas la vie s'il y a pas la folie. La lâche pas, elle passera qu'une fois. Dans de bien belles mélodies. Si ré la do, c'est pas doré, si la. Je sais pas si mieux, mais je te boufferai les yeux. On est vivant tant qu'il est encore temps. Comme on est deux, on sera seul, on sera mieux. Je ne sais plus quand, ni pourquoi, ni comment. Emma, je ne sais pourquoi, Emma. Mais ma-t-elle Emma, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, m'a-t-elle, moi? Emma, je ne sais pourquoi, Emma. Mais m'a-t-elle, Emma, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, mais m'a-t-elle,
comme à moi. Et ma mémoire, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Et ma mémoire, M'aima-t-elle, aime à moi. Pardon. Voilà donc les Têtes Raides avec Jeanne Moreau. Alors pourquoi j'ai choisi cette très belle chanson comme pause musicale? Parce que Christian Olivier, donc hors Têtes Raides, viendra avec Yolande Moreau. Donc apparemment il aime bien les Moreau, Christian Olivier viendra le 3 avril 2020 à Neuve-Maisons pour rendre hommage à Jacques Prévert. Je pense, pour bien connaître les deux, que ça va être un moment tout à fait exceptionnel. Parce que moi j'adore les Têtes Raides, Yolande Moreau, j'adore son style complètement déjanté. Donc ça va être bien ou pas bien, je ne sais pas, mais ça va être un moment forcément exceptionnel. Donc allez le 3 avril 2020 à Neuve-Maisons, vous ne le regretterez pas. Et puis si vous le regrettez, vous viendrez me tirer les oreilles. Ok, il n'y a pas de souci. Ce sera un grand On s'occupera plaisir. de tes oreilles. Nous avons à cette table donc Monsieur Charles, qui est amoureux de la bande dessinée, qui est amoureux de l'histoire, particulièrement Lorraine, mais qui est amoureux de l'histoire. C'est la mieux de toutes. C'est la mieux, de toute façon, il n'y a pas de souci. On a bien dit de l'histoire Lorraine. De la vraie Lorraine. De la vraie Lorraine. C'est Nancy. C'est-à-dire Nancy. Nancy. Le quartier des Trois Maisons. Voilà. Et une petite ruelle, c'est ça? Et donc, qui veut nous parler d'une nouvelle série, c'est l'histoire en bande dessinée. L'histoire autrement. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu échapper à la pub qui a été faite par Le Monde, on a vu partout, sur Revivez l'histoire autrement. Alors c'est donc des albums sur l'histoire de France, publiés par Hachette. Alors le sujet sur l'histoire de France, c'est à la mode en ce moment, parce que y a cette série dessinée qui sort, et puis il y a aussi toutes les semaines une série, je crois que c'est sur la 5, où on raconte l'histoire de France. Régulièrement, il y a des travaux sur... Avec Bruno Solo. Oui, voilà. Ouais. Et donc régulièrement, il y a des travaux qui sont présentés sur l'histoire de France. Et il y a 45 ans déjà, il y avait aussi une série qui était sortie sur l'histoire de France. Alors là, c'était avec un accompagnement. Alors, oui, j'amène toujours les albums pour les montrer au micro. Je ne sais pas si les auditeurs les voient bien, mais le micro l'apprécie. Hein. Oui, mais j'ai toute la collection ici. Alors je les ai ressortis pour voir un peu comment c'était. Donc, l'album qui est proposé cette semaine par Hachette, c'est Charlemagne. Donc, j'ai regardé les différences avec le Charlemagne qui était sorti il y a 45 ans. Oui. Et bonne surprise, c'est que je vois que l'histoire du despote carolingien, il y a 45 ans, avait été dessinée par Milo Manara himself. Tu vois, c'était... bon. Donc là, bonne pioche. Mais ce coup-ci, alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donc acheté l'album. Donc ça vaut le coup, ça vaut 1,99 €. Tu t'es pas ruiné quand même. Hein. Pour le numéro 1, j'ai fait un effort. Pour le premier. Donc j'espère que je serai remboursé par la direction d'RCN, parce que c'est un investissement, tu vois, quand même. Je crois que tu fais plus partie que moi de la direction de RCN. Oui. Donc, mais je dois dire que j'ai été un peu déçu, parce que c'est une suite un peu scolaire de dates, de traités, au bout d'un moment, on décroche, parce que c'est déjà des noms carolingiens, en fait. des noms à coucher dehors, et puis je ne vois rien de plus dans l'histoire comme elle est dessinée, de ce qu'il y a dans les livres scolaires, quoi. Oui. En fait, c'est pas, Charles, la qualité du dessin entre les deux. Oui, la qualité du dessin, mais justement... Non, mais lequel est le mieux? Attends, je vais t'en parler plus longuement. Je vais t'en parler plus longuement après. Si tu veux, comme la bande dessinée, c'est quand même quelque chose de bâtard. C'est du texte et de l'image. Tu vois, donc, c'est les deux. C'est comme de l'audiovisuel. Il faut les deux. Donc, il peut y avoir une bonne qualité de dessin. Là, le travail graphique est remarquable. C'est
tout un régiment de dessinateurs espagnols qui s'est mis sur cette affaire-là. Comme le coup, il y a 45 ans, si tu veux, c'était les élèves d'Hugo Pratt qui avaient fait ces trucs sur l'histoire de France. Il n'y a rien à dire sur la qualité graphique, mais simplement, l'histoire, il faut raconter une histoire. Alors, donc je m'attendais, si tu veux, pour cette histoire-là, à une chevauchée bédéiste qui aurait fait le pendant des récits chantés par les troubadours sur cette époque sanguinaire. En fait, non, c'est un récit scolaire, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de scénario, quoi. Il y a le scénario scolaire, c'est-à-dire que tu as telle bataille, tu as tel traité. Donc, à mon avis, par exemple, sur l'histoire carolingienne, il aurait été plus simple, par exemple, de traiter ça sous la forme humoristique. Par exemple, celui qui est le roi, c'est celui qui réussit à dégommer toute sa famille. Là, on comprend. C'est ça l'histoire carolingienne. En fait, c'est ça. Parce que Charlemagne, je ne veux pas dire, mais qui est considéré comme un saint en Allemagne. Charlemagne, il a quand même un petit peu évincé son frère qui est mort dans des circonstances. Il n'y a plus que lui, quoi, à la fin. Donc, voilà. Et puis, donc, il a quand même mis à l'esclavage la moitié de l'Europe. Donc, c'est un peu ça l'histoire de Charlemagne. Donc, les politiques sont pas loin d'être comme les rois, quoi. Il faut évincer sa famille. C'est un peu ça. Bon, c'est moins violent quand même. Hein. Quoique. Ça dépend des époques. Hein. Oui. Alors, donc justement, pour revenir comment moi je vois la BD historique, à mon avis, je vois plus des sujets traités comme le faisait Jacques Martin, par exemple sur la série Alix. On est beaucoup à avoir mieux compris les démêlés qu'il y avait entre César et Pompée en lisant les histoires de Jacques Martin plutôt qu'en lisant des trucs scolaires. Là, on est vraiment dans petit à petit, on comprend, il y a une psychologie des personnages, enfin, bon, c'est traité différemment. Je pense que l'histoire, à mon avis, ça va être traité comme ça. C'est-à-dire que tu as les livres, bon, on te donne les dates, etc. Mais après, si tu fais une histoire, eh ben, ça doit être une histoire. Et je pense que la bande dessinée, c'est un peu comme ce que disait Jean Gabin par rapport au cinéma. Il disait, un bon film, c'est d'abord une bonne histoire, en deuxième, une bonne histoire, et en troisième, une bonne histoire. Eh bien, la BD, c'est pareil, c'est un bon scénario, en deuxième, un bon scénario, et en troisième, un bon scénario. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bien sûr. C'est ça qui fait la différence entre les bonnes bandes dessinées et les autres. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, en matière de BD historique, justement, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de bien, par exemple, en exemple? Alors, je vais vous parler d'une série qui est faite chez Delcourt sur une histoire qui est assez compliquée, c'est les guerres de religion. Non, c'est pas compliqué du tout. D'ailleurs, c'est même pas fini. Ça continue. Donc, c'est pas compliqué en général dans les histoires. Il y a les beaux, les méchants, et là, il y a les méchants et les méchants. Alors là, justement, ils sont tous méchants. C'est une série qui est... Alors, par exemple, il y a eu Charlie IX, et puis là, Henriquet, dessiné par Richard Guerrido. Et là, on s'intéresse parce que c'est des pavés, comme il y a 190 pages sur 2 ans de ces guerres de religion, mais c'est vraiment traité comme un suspense. Montre-le bien au micro, Pascal, qu'on voit bien pour les auditeurs. Il l'a vu? Oui, c'est bien. Alors, voilà. Alors là, on est dans une cour royale itinérante, emplie de perfidie, de rouages complexes, de mariages arrangés, de liaisons dangereuses, 190 pages qui nous tiennent en haleine et nous aident à comprendre la complexité du sujet. Le tout servi par un dessin de grande qualité et un niveau de langage riche en vocabulaire, n'hésitant pas à utiliser la syntaxe et les truculents jurons du siècle de Montaigne. Donc, une recommandation au BD d'histoire, c'est Charlie et Henriquet chez Delcourt. Alors, dans la région, il y a une série qui est... Alors, ce n'est pas vraiment de la BD, c'est les reportages de Lefranc. C'est fait à la manière de Jacques Martin, dont je parlais tout à l'heure, et par un dessinateur du coin qui s'appelle Olivier Weinberg, qui est de Saint-Avold, et un habitué du salon de la Malgrange. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, lui, là, il a dessiné, par exemple, la bataille de la Moselle, où on voit comment les Américains ont eu du mal à franchir la Moselle, etc. Donc, aussi, une autre manière de traiter l'histoire qui me paraît intéressante, sous forme de reportage, pas vraiment de la bande dessinée, mais très intéressant. Et là, je passe la parole à Pascal, qui, lui, va nous parler de la bataille de Bastogne. On reste toujours dans l'histoire. La bataille de Bastogne, donc, c'était l'anniversaire, il y a quelques jours, et tu as été en Belgique. Tout à fait, Charles. Des bières, non? Les deux. Non, boire des bières, c'est pas trop le style, boire des bières. Mais bon,
Non, vous parlez de la Belgique et puis des 75 ans de la bataille de Bastogne, qui a été une bataille terrible. Et à travers cette villégiature à Bastogne, bien sûr, il y avait de nombreux... On est dans le pays de la bande dessinée, il y avait de nombreux auteurs de bande dessinée. Et à chaque endroit où il se passait quelque chose, nos amis belges ont la bonne idée de faire venir des dessinateurs. Il y a un super musée qui s'appelle Bastogne Baraque et il y avait la présence d'Olivier Hinberg, Pierre Leguin, Philippe Jarbinet, Monsieur Police, Olivier Neuret, Valérie Lemaire. Enfin voilà, il y avait beaucoup de monde. Olivier, il n'est pas belge, hein. Il est lorrain. Oui, enfin il est adopté, il est wallon maintenant, c'est pareil. Donc pareil que toi, dans la même série, il y avait la bataille des Ardennes. C'était donc voilà, et puis alors ils sont sympas parce que en fait ils ont la bonne initiative en fait de préparer des dessins. Donc quand tu viens te faire dédicacer, tu peux choisir le dessin que tu veux et ils ont juste à fignoler la chose. Voilà. C'est pas mal, ça. Et Bastogne, voilà, si vous n'êtes jamais allé à Bastogne, il y a plein de choses à voir. C'est une jolie petite ville et il y a une belle expo dans un musée qui va durer jusqu'à la fin de l'année sur Monsieur Servet. Voilà, et j'ai rencontré des personnes magnifiques. Servet qui va nous sortir un livre sur l'ours. C'est ça, tout à fait. Oui. Et le suivant sera le loup d'ailleurs. Oui, voilà. C'est un 2 tomes. C'est ça, tout à fait. Et puis, Bastogne. Il n'y a pas le DU après? Peut-être. Et vous parlez de Bastogne, ce que tu disais tout à l'heure sur l'histoire, en fait, l'histoire doit être faite de petites histoires. C'est ça qui t'amène le fil conducteur. Et à Bastogne, donc, les troupes américaines se retrouvent encerclées par les Allemands. À Noël, ils demandent la reddition. Les Allemands demandent la reddition des troupes américaines. Le général McAuliffe refuse de se rendre. Et donc, ils sont complètement encerclés. Patton va arriver, heureusement, quelques jours après. Et il a un mot, c'est The Nuts. Et en fait, la question qu'on peut se poser... Ouais, cacahuète, mais ce qui est extraordinaire, pourquoi ce général américain commande la troupe américaine à Bastogne? Son expression, c'est The Nuts, et il est encerclé dans une ville, Bastogne, où on fête les noix depuis le Moyen-Âge. Ça, si c'est pas un fait conducteur extraordinaire, voilà. Alors, je vous conseille fortement d'y aller, parce que c'est une jolie petite ville, et puis j'ai ramené plein de monde dessiné. Les dessinateurs étaient fort sympathiques, il y avait des choses magnifiques, et voilà. Bien. Mais à propos de cette bataille de chars, oui. On a revu avec plaisir dimanche soir les Tontons Flingueurs, et il y a une réplique qui fait allusion à ça, c'est quand on dit aux traites, on parle des chars Sherman, et il dit « Zeba ma marque breverie ». Exactement, c'est vrai. Et c'est intéressant que tu parles de ça, parce que le mois prochain, j'essaierai de vous parler de mon copain, de mon grand ami Stéphane Saint-Émette, qui est le fil conducteur du reportage qui est passé juste avant les Tontons Flingueurs, et où on voit ces figurines se balader à toutes sortes de lieux différents, etc. Donc je les ai à la maison, je vous les amènerai. Et j'étais très content pour Stéphane. Et juste vous raconter, puisque c'est un ami, il m'a retéléphoné le soir même, le site internet, c'est une toute petite entreprise. Hein, et le site internet, il y a eu tellement de choses sur le site internet que le site internet a explosé et qu'ils ont eu du mal à le remettre en route. Voilà. Mais je t'en parlerai le mois prochain. Voilà. Merci. Je vous en parlerai le mois prochain. Merci. Donc là, on est pris par le temps. On a été très bavard, mais c'est très bien. Alors, tout ce qui concerne le festival d'Angoulême, on va le reporter au mois prochain. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des pronostics sur le Fauve d'Or, alors on avait retenu 3 livres, on va les citer quand même. C'est Atlas. Le dernier Atlas. Le dernier Atlas de Alors, de Gwen de Bonneval et Fabien Vellman au scénario et au dessin Hervé Tanquerel. Voilà. On avait sélectionné également le dernier Blueberry de John Sfar et je me rappelle plus Blain. Je me rappelle plus le prénom, Christophe Blain, qui s'appelle Amertume, je crois. Amertume, le premier des deux. Voilà. Et on avait sélectionné les Indes fourbes de Guardino et de Alain Hirol. Donc on verra si on avait eu le nez creux. Il faudra trouver le fauve d'or. Et comme Grand Prix, moi je m'étais risqué à faire un pronostic. Je pronostique donc, et puis on verra si j'ai gagné. Je pronostique un dessinateur d'origine polonaise qui s'appelle Rosinski
Et Georges Rodanski, si tu connais Torgal. Torgal, oui. Ah, Torgal. Voilà, c'est un très grand dessinateur qui n'a pas été récompensé en ce moment. Non, tu fais la Non, parce que j'imagine très bien la série de Torgal. Là. Ouais, la c'est rangée assez... sur l'étagère qui n'en finit jamais. C'est un tout petit peu. oui, Il y en a combien? C'est tout petit peu moins grand que il doit y ça. avoir 50 albums. Oui, mais ça fait un tout petit peu moins 50. Ah non, c'est au moins comme ça. Oui, et je les ai tous, sauf que les séries dérivées, j'ai arrêté parce qu'on n'en peut plus, quoi. Voilà. Et donc, pour terminer l'émission, donc, nous allons écouter une petite interview que j'ai réalisée le mois dernier. Ça nous fait aller à Villers-Nancy dans le cadre de leur prochain festival du mois de mai. Ville et BD donc organise un concours. Et donc là, on va écouter Pascal. Pascal, bonjour. Tu es ici présent pour nous présenter, je crois, un concours qui se déroule dans le cadre de Ville et BD, dont le futur festival se déroulera le 14 et 15 mai, si je ne me trompe pas. Alors, Jean-Jacques, bonjour à toutes et à tous. Alors, le festival aura lieu le 16 et 17 mai 2020. Et effectivement, c'est la 4e année consécutive. Alors, ce sera le 8e festival, mais c'est la 4e année qu'on organise un concours qui s'appelle Dessine une aventure dans l'espace. C'est quelque chose qui est maintenant régulier et qui va représenter pour ce festival un peu un point d'orgue sur ce thème de l'espace, du cosmos, des planètes et de l'exploration spatiale. Bien, à qui s'adresse ce concours? Est-ce que moi, je peux y participer? Tout à fait, et Jean-Jacques, tu peux participer. Il y a des candidats, les candidats particuliers sont accueillis, résidant dans la région Grand Est, parce qu'on a limité. Et puis, c'est à la fois, ça s'adresse aux moins de 12 ans, aux plus de 18 ans. Il y a 3 catégories. Et ça s'adresse également aux scolaires. Alors, un peu une répartition semblable. On a pris les grandes écoles maternelles, le CE, le CM et les autres classes de la métropole, du Grand Nancy, à tous les niveaux. Avec, c'est un travail pour les uns, quand c'est individuel, une planche individuelle. Quand c'est un travail d'école scolaire, c'est plutôt un travail collectif sous la conduite du maire ou d'un accompagnant. Donc tout le monde est bienvenu. Et il y aura des cadeaux qui seront remis d'ailleurs à la fin du festival. Il y a une 3e catégorie dont j'aimerais bien parler. Ce sont les scolaires d'Erlinghausen, les Allemands. Pour quelle raison? Parce que Erlinghausen, tout à fait, est jumelé avec la ville de Villers-les-Nancy. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. On a eu l'année dernière, 4-5, c'était pas une grosse participation. On pense cette année qu'il y en aura un peu plus qui vont répondre. Voilà. Tu as parlé de cadeaux. Quels sont les cadeaux? Alors, les cadeaux seront multiples. Ce seront bien sûr, vous en doutez, des bandes dessinées essentiellement. Et ce sera remis dans le cadre du festival, soit le 16 ou le 17, mais je pense que ce sera le 16 mai, qui seront remis en présence des parents, parce que souvent, quand il y a les gamins dans les écoles, les parents les accompagnent. Et pour les autres, bien sûr, individuels. On en a eu une centaine à peu près l'année dernière déjà qui avaient participé. Et cette année, on espère avoir un certain nombre de classes en plus qui vont participer. Parce qu'on a des écoles de Villers, bien sûr, mais on a eu des écoles de Vendœuvre l'année dernière. Et on a eu même aussi un SECPA qui a participé alors, il était à Villers, maintenant il est parti à Vendœuvre. On travaille beaucoup avec la commune de Vendœuvre. Et on a commencé aussi des partenariats avec l'Axou. Alors, il n'y a pas encore de particularité de travail avec les écoles de l'Axou, mais on va y travailler. Et bon, ces gagnants, ils vont être choisis par comment? Par qui? Alors, il y aura un jury qui va être constitué, avec des membres bien sûr du festival, mais aussi des personnes extérieures, de nos sponsors, des personnes qui sont intéressées par la bande dessinée et qui seront donc invitées et concertées. Et puis, il y a un travail qui va avoir lieu avec Bernadette Després. Alors, Bernadette Després, pour la resituer, c'est Tom Tom et Nana. On parle d'elle pour le prix d'Angoulême cette année parce qu'elle a, je pense, plus de 90 ans, il me semble. Hein. Elle a déjà un certain âge. Et comme elle n'est pas passée, je dirais, dans les normes habituelles des journaux de bande dessinée,
mais les gamins connaissent beaucoup. Et elle ne viendra pas en personne parce qu'elle se déplace plus guère, mais elle est à la recherche de scénarios, on va dire, et l'école des Aiguillettes va présenter quelques scénarios, et on espère que Bernadette Després en choisira un pour faire un Tom Tom et Nana à venir. Ce serait une belle réussite. Tout à fait. Alors, pardon pour mon erreur au début. Donc, le festival, c'est bien les 16 et 17 mai. Voilà, bonne réussite et à bientôt. Merci Jean-Jacques, à bientôt. Donc, très rapidement, je voudrais signaler la sortie de 2 livres. Le Maître des îles, c'est le tome 2, avec au dessin un auteur qu'on connaît bien et qu'on aime bien, c'est Gilles Mésomo. Donc je ne vais pas m'épiloguer parce que j'ai déjà parlé de cette bande dessinée le mois dernier, mais ça vient de paraître donc le 2 janvier. Donc c'est un très bel ouvrage. Et tout à l'heure, Charles nous a parlé de Milos Manara. Alors il y a un livre sublime qui vient de paraître. Le titre du livre, c'est Sublimer le réel. Donc, c'est une rétrospective de 50 ans de carrière. C'est ce qu'on appelle maintenant un artbook. Donc, c'est un très bel ouvrage, très conséquent. Donc, si jamais vous avez encore des cadeaux de Noël à faire, parce qu'on peut avoir des cadeaux de Noël un peu en retard, n'hésitez pas. C'est vraiment un très beau livre. Bon, c'est pas donné, mais vous avez vraiment toute la carrière de Milos Manara, qui est un très très grand auteur dans ce livre. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. On vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission le samedi 11 janvier à 15h, le dimanche 12 janvier à 6h. D'ici quelques jours, vous la retrouverez en podcast sur le site internet de RCN. La prochaine émission sera diffusée je ne sais pas, je ne vais pas regarder. Si vous voulez nous écrire, c'est le son des bulles RCN. Deuxième erreur. Et puis la moyenne, là. 18 sur 20. 2 rue Laurent Bonnevé, 54 000 Nancy. L'adresse mail, c'est leçondesbulles, tout attaché, @gmail.com. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 82 46 49 51. Et au mois de février, nous allons avoir une rubrique un peu spéciale, parce que le mois de février, c'est une année bissextile. Ça n'arrive pas tous les ans, parce que ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Et le 29 février de tous les 4 ans, paraît un journal qui s'appelle... La bougie du sapeur. Exactement, très bien, La bougie du sapeur, et ça va être le numéro 11 ou 12 qui va paraître. C'est ça. Et donc, on vous parlera de La bougie du sapeur, et on vous parlera de son auteur qui s'appelle, alors de son vrai nom, c'est Gérard Collomb, ou son nom de dessinateur, c'est Christophe. Gérard Collomb, c'est son nom politique, c'est ça, hein? Non, pardon. C'est ça. C'est ça. Voilà, et donc on ira voir un petit peu du côté de Lure, parce qu'il était originaire d'un petit village à côté de Lure. Et donc le samedi 29 février, il y aura des festivités donc à Lure, qui seront sans doute intéressantes. On vous en parlera la prochaine fois. Et on peut même être intronisé comme sapeur camembert. Enfin, il y a une confrérie. Voilà. Il faut absolument aimer le camembert pour être intronisé sapeur camembert. Non. D'ailleurs, un camembert, ça s'écrit santé à la fête. Ah bah voilà. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'aimer le camembert, mais il faut aimer le bon vin. Ça, c'est sûr. Ça. Voilà. Et certainement le fromage aussi, peut-être. Quand Coyote, du côté de Lure. Aimer le vin, 20 sur 20. Allez, bon mois à tous. Bye bye.